va être bientôt Noël. Alors, hier, gros déluge en Seine-et-Marne, gros déluge. Et puis, ce soir, ça y est, rayon de soleil. Mais voyez-vous, c'est encore la forêt est encore très humide, très humide. Occasion donc de sortir, de marcher, de faire l'exercice quotidien et donc d'avancer toujours, quoi. Trouver toujours des thèmes. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Parce que on en a dit des choses. On en a partagé des choses. Puis, c'est toujours pareil, quoi. Le risque, c'est de se répéter. C'est ce à quoi je pensais juste avant de commencer cette marche. Je me suis dit, tiens, je vais refaire une vidéo. Parce que d'une certaine manière, ça me booste, ça me donne un but. Ça me permet de ne pas être seul. En marchant, vous me direz, tu peux marcher seul et méditer en présence de ton ange gardien, par exemple. Oui, mais c'est pas pareil. Là, pour le coup, le fait de m'adresser à mes abonnés, c'est un peu différent. Et oui. Donc, journée calme, journée où certains sont encore les pieds dans l'eau, les commerces, je vous dis pas, j'ai voulu aller chez des amis, j'étais obligé de faire demi-tour parce que la route était barrée à cause des inondations. Il y a une ville à côté qui s'appelle La Ferté-Gaucher, alors eux ils sont toujours inondés, toujours, ça devient très fréquent. Et ça devient même désespérant pour les gens qui sont commerçants parce que, évidemment, chaque fois, ça fait des journées sans activité, du bordel, du travail, il faut tout remettre en ordre. C'est pénible. Alors ce soir, vous voyez, il est 18h, il y a une assez belle ambiance là. Toujours pareil. Une belle ambiance qui porte à la méditation. Ah, s'il n'y avait pas ces avions qui passaient fréquemment, ce serait chouette, mais on est quand même ici pénalisé par le bruit des... Puis ensuite, en ce moment, les avions volent à basse altitude. Alors c'est pénible, ça fait vraiment parfois, c'est bruyant, quoi. Et là, il y a un avion qui passe, c'est pas trop basse altitude là, mais des fois c'est vraiment basse altitude et ça fait du bruit, quoi. Il y a vraiment une nuisance avec ces avions, vraiment une nuisance sonore. Ouais, on est en région parisienne ici, hein. On est à 50 km de Paris, hein. C'est proche. Eh bien, le gouvernement, je ne sais pas comment il va se dépatouiller. Si on regarde le côté politique, je vois pas comment ils peuvent se dépatouiller. Ça tire dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup de gens compétents à nouveau. La ministre, j'ai noté, la ministre de l'Éducation nationale, ça vaut pas un pet de canard. Ça vaut rien, quoi. Puis le reste, qu'est-ce que vous voulez? Il y a Retailleau qui est bien catholique, qui est plein de bonne volonté peut-être, pour essayer de remettre de l'ordre dans le pays, mais il est seul, isolé, diabolisé. C'est toujours la même rengaine, il y a toujours les gauchistes. Les gauchistes ont tellement de pouvoir dans ce pays que systématiquement, quand vous avez un élément comme ça qui
a envie de remettre de l'ordre dans le pays, tout le monde lui tombe sur le dos. Et le caricature, donc c'est mort d'avance. Puis vous avez le ministre de la Justice, Migaud, là, qui a une tête vraiment de con. Qu'est-ce que vous voulez avec un ministre de la Justice comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non. Alors tous les jours, évidemment, tous les jours, il y a des faits divers, plus ou moins crades, plus ou moins glauques. C'est des policiers qui se font tuer, des femmes qui se font violer, des enfants qui se font poignarder. C'est devenu le lot commun, c'est devenu très courant. À Marseille, quand on voit la gueule du maire de Marseille, pareil, c'est une abomination ce type. Et dire que le pape adore la ville de Marseille alors que c'est devenu un pays une ville hors de contrôle, empoisonnée par le narcotrafic. Il y a 3 gangs qui se battent, qui sont des gangs étrangers, marocains, africains, je sais pas, guinéens, je ne sais quoi. Et vous avez une situation qui a complètement dérapé à Marseille. Marseille, Grenoble, c'est les villes les pires de France. Et les gens trouvent ça sûrement bien et revoteront pour les mêmes. Ce pays est à désespérer. Hein. La situation est vraiment à désespérer. Il n'y a pas le ressort, qui nous permettrait de nous verticaliser. Il n'y a pas. Et il y a impossibilité pour tous ceux pour les patriotes, pour les nationalistes, pour les royalistes, enfin, tous ces gens qui aspirent à un certain ordre, dans une certaine tenue dans cette société, ils sont incapables de se fédérer. Incapables. En gros, ils ont tous des égos surdimensionnés. Je ne vais pas les reciter, Asselineau, Philippot. Alors vous allez me dire, oui, Philippot, il veut bien, oui, mais il veut bien, mais il veut pas. Enfin, c'est toujours pareil. Alors maintenant, il y a Marion Maréchal, Le Pen, qui ne veut plus s'appeler Le Pen, qui a fondé un nouveau parti. Alors elle est sortie de Reconquête, parti de Zemmour, parce qu'il y a Sarah avec laquelle elle ne s'est pas entendue. Donc du coup, elle refonde un autre parti. Donc on a le Rassemblement National, l'Union des droites, machin, je sais plus, les Patriotes, le PR, le Poisson aussi à son parti. Enfin, et puis Ciotti maintenant. Alors, vous voyez, il y a Ciotti, Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan qui a son parti, Rassemblement National, Marine Le Pen, et puis j'en oublie, Reconquête, voilà. Et puis à chaque fois qu'il y a une division, la personne refait un nouveau parti. Ce qui fait qu'il y a ça s'émiette, émiettage. Je ne sais pas si c'est bon ça. En tous les cas, oui, il me semble. Et donc là, impossible. Et puis je pense que chacun pense avoir son bon candidat. Moi je vote Asselineau, moi je vote Philippot, moi je vote Dupont-Aignan, moi je vote Marine. On n'en sortira pas. On est incapable de nous fédérer. Et vous avez en face toute la gauche qui a accepté de se fédérer avec le pire qui soit. Les pires antisémites, les pires crapules, les pires fichiers S, tout, la merde vraiment. Eh bien ceux-là, ils se sont alliés. Et nous, qui aspirons à une certaine verticalité, à un redressement vertical de la France, c'est comme ça que j'exprime les choses, eh bien nous, on est incapable de nous entendre. Ah, puis on est très susceptible. Hein. Si tu ne dis pas exactement ce que pense, allez, tu te fâches. Si l'autre ne pense pas exactement comme toi, tu te fâches. Il n'y a pas de nuance. On veut détenir soi-même la solution et la vérité. Alors, on s'émiette, on a 10 000 chapelles. C'est quand même un signe de bêtise. Si on était intelligent, on aurait au moins l'intelligence de la stratégie.
de la solidarité, Non, non, on se fâche entre nous. On a décidé de se fâcher et même de se haïr entre nous. Alors, on ne peut pas construire une société verticale, c'est-à-dire qui s'oriente vers une forme de redressement par le haut, par une forme de spiritualité, mais pas que, et se comporter bêtement et bassement dans notre vie. C'est pas possible. Si on est aspiré vers le vertical, on devrait normalement se conduire verticalement dans la vie avec nos concitoyens, les personnes qui nous entourent, en tous les cas tous ceux qui sont censés vouloir la même chose. Et on serait censé normalement mettre un peu de l'eau dans notre vin pour justement élaborer une forme de projet collectif qui fasse d'une manière radicale barrage. Ah non, mais non, il n'y a rien à faire. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On en est incapable. Ce qui signifie que nous ne sommes pas dignes d'avoir un espoir de redressement. Tant que nous serons, nous, dans un état d'esprit diviseur, ergotant sur des détails, avec des positions parfois sectaires, radicales, tant que nous ne serons pas capables de nous dépasser pour accéder à une forme d'union solidaire pour le bien de tous, pour le bien de nos enfants, pour le bien de ce pays, en mémoire des ancêtres qui ont quand même participé à la construction de ce pays, là où il y a eu des sacrifices. Si on n'est pas capable de ça, eh bien je dis que nous ne méritons pas mieux que ce que nous proposent nos ennemis, c'est-à-dire la destruction totale et radicale des derniers vestiges d'un pays qui a été un grand pays, mais qui est en train de sombrer dans la médiocrité, l'infamie, qui sombre, quoi, dans tous les sens. Et c'est ça le souci. C'est ça notre souci. Alors, oui, obstinément, je dirais qu'obstinément, on a besoin d'avoir cette force, de se nourrir de cette force qui nous permettrait d'accéder à un rang supérieur, à un étage supérieur. Sur cet étage supérieur, on aurait assez d'intelligence pour collaborer, pour s'entraider, pour également infiltrer les cercles du pouvoir, parce qu'il faut bien les infiltrer à un moment donné. Si vous êtes en dehors et marginalisé, vous n'avez aucune chance d'influencer le cours du temps. Donc il faut bien avoir des gens qui se mouillent un peu, s'infiltrent et se battent aussi pour défendre des idées. C'est pour ça que il est important d'encourager ceux qui justement s'impliquent. Et parmi ceux qui s'impliquent, il y a des gens qui s'impliquent un peu dans la politique, qui s'impliquent dans des syndicats, qui s'impliquent. Alors la grande chose, évidemment, c'est de s'opposer sur comme je l'ai déjà dit, c'est de s'opposer par exemple entre pro-sionistes et anti-sionistes. Ça divise la droite. Et ça divise la droite parce que certains ont estimé qu'il fallait créer une passerelle avec les juifs qui eux-mêmes souffrent d'une persécution de l'islam, et se sont dit on a un point commun contre nous, c'est l'islamisme. Et ils se sont dit on va créer une passerelle, on va s'allier avec les juifs qui sont quand même intelligents pour justement faire front, barrage à ce décadence.
pour faire face à cette menace terrible que représente l'islam et l'islamisme. Ça, c'est une menace terrible pour nos sociétés. Et ils se disent, bah oui, il faut créer une passerelle avec les juifs parce que c'est notre ennemi commun. Et puis il y a ceux qui disent non, jamais de la vie, il ne faut surtout pas se lier à eux, parce qu'ils ont contribué à la décadence de ce pays en eux-mêmes favorisant l'immigration, ce qui n'est pas faux non plus. Ils ont œuvré beaucoup en politique, beaucoup de sionistes, de représentants de sionistes et de juifs ont été très à gauche et ont lutté contre les intérêts de la France. C'est eux qui ont favorisé cette immigration, l'islam et tout. Et aujourd'hui, ils s'en mordent peut-être les doigts, mais nous, on ne marche plus. Ça, c'est l'autre partie de la droite qui raisonne comme ça et qui disent, les juifs, ils exagèrent parce que maintenant, c'est eux qui ont créé la situation et maintenant, ils sont eux-mêmes victimes de cette situation. Et puis, les dirigeants d'Israël sont vraiment sont en train de foutre le bordel au Proche-Orient. Ils exagèrent à Gaza, ils exagèrent au Liban, ils y vont trop fort, ils font des victimes. Et tout de suite, je vois certaines personnes à droite, effectivement, se préoccuper du sort des Gazaouis, enfin des Palestiniens. Bon, alors je leur dis à ceux-là, soyez quand même raisonnables. Et avant de vous préoccuper des Palestiniens, préoccupez-vous des jeunes blanches qui se font violer et des jeunes blancs qui se font violer, attaquer, poignarder en France. Il me semble que ça devrait être le premier de nos soucis. Il sera toujours temps de vous occuper de vos amis palestiniens, en sachant que ces mêmes amis palestiniens, vous devriez les goûter avant de les défendre, savoir si vraiment ce sont vos vrais amis ou pas. Parce que perdre du temps et se disputer sur cette question alors qu'on a une priorité chez nous, c'est de défendre les nôtres, je trouve ça quand même étonnant. Mais en tous les cas, certains le font. Je vois des vidéos où certains spéculent. Est-ce que 7 octobre, est-ce que c'est pas Netanyahou qui a favorisé ça pour mettre en place son plan, etc. Et ça discute là-dessus, et ça sous-entend que... Et après, on va de pas en pas, on finit par dire, ah ben non, finalement, 7 octobre n'a pas eu lieu. C'était juste un montage, c'était des fausses images. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à nier peut-être quelque chose qui a réellement eu lieu, et on suppute. Et on perd énormément de temps à ça, beaucoup. Et on se fait des ennemis aussi, et ça froisse certains, ceux qui sont victimes, évidemment, ils n'apprécient pas trop qu'on remette en cause. C'est comme si les victimes du Bataclan ont commencé à dire, mais non, finalement, le Bataclan, ça n'a pas existé, c'était des images virtuelles et tout ça. Je peux penser que pour les victimes, c'est dur à entendre. D'autant qu'au Bataclan, c'est pareil. Il y a eu certainement des tortures, mais immédiatement, les journaux de gauche ont dit que non, c'était des rumeurs de complotistes, mais il y a eu des témoignages. Et puis, on a vite étouffé l'affaire. Bon, ben là, Bataclan, c'était encore, on ne peut pas dire que c'était Israël. Alors, pour le Bataclan, est-ce que ça crée quelque chose? Ça aurait été fait exprès pour créer quoi? De l'anti-islamisme? Non, la population, elle a continué à voter à gauche, a continué à voter Macron. Donc c'est pas ça qui a joué. En tous les cas, si c'était une opération sous faux drapeau pour manipuler l'opinion publique, bah, c'est un échec. Donc vous voyez, ça ne tient pas toujours la route, les théories. Et j'en ai vu des théories comme ça passer, beaucoup. En fait, on a tous dans le complotisme, il y a des choses justes et des choses fausses aussi. Et donc dans le complotisme, il y a du complotisme dans le monde, c'est clair. Il y a des enjeux, il y a des traquenards. Ça, il ne faut pas être naïf, bien entendu que ça a lieu. Mais après, l'interprétation des complots, c'est vraiment une question après de discernement.
Et pour bien discerner, on n'a pas assez de cartes dans les mains pour savoir qui est qui fait quoi, etc. Et on peut se tromper dans nos interprétations. Mais ce qui ne veut pas dire que les complots n'existent pas. Bien entendu qu'ils existent. Bien entendu qu'il y a des gens qui sont malthusiens, qui veulent détruire l'humanité. Bien entendu qu'il y a des volontés d'eugénisme. Bien entendu qu'il y a eu des entreprises pour rendre les gens beaucoup moins féconds, etc. Donc tout ça, oui, les mouvements de population, la dissolution de l'identité européenne par une émigration massive, oui, tout ça est vrai. Mais si vous voulez, il y a énormément d'éléments comme ça qui se conjuguent les uns les autres et qui sont vrais dans le constat, mais dont il est difficile d'en faire une synthèse pour l'instant. Je trouve que... Alors certains la font, mais à partir du moment où vous faites une synthèse et que vous l'assumez, cette synthèse, vous prenez parti contre des gens ou pour des gens et vous êtes à nouveau prisonnier d'un clivage qui n'est peut-être pas le bon clivage. Le tout, c'est de savoir où on met le curseur. Et c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile, mais je trouve qu'on s'épuise énormément. En tous les cas, qu'on passe beaucoup de temps alors que il y a des... Pendant ce temps-là, si vous voulez, je dirais que pendant qu'on est occupé à s'entre-déchirer sur nos interprétations réciproques, pendant ce temps-là, les autres font le taf. C'est-à-dire nos ennemis font le taf. Vous avez vu, nos ennemis, eux, ne perdent pas de temps. Les manifestations dans Paris pro-palestiniennes, ce sont des manifestations d'extrême gauche qui visent à imposer la charia en France. Ça y est, c'est quasiment assumé. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez vous battre sur les Palestiniens ou vous allez tous finir à être obligés à mettre le voile et ça continue tous à rentrer dans un système où c'est l'islam qui va prendre le pouvoir. Ça vous dit ça? Alors c'est ça dont il est question quand même. Donc vous voyez bien qu'il y a des priorités et que d'une part on peut soupçonner, oui, on peut regarder et avoir un esprit critique, je suis d'accord. Mais il me semble que on devrait prioritairement, tous ceux qui ont la volonté de redresser le pays verticalement, eh bien tous de mettre un peu nos différends de côté et d'agir pour que le pays fonctionne bien. Ça veut dire quoi, fonctionner bien? Ça veut dire déjà, premièrement, quand on va voter, essayez de voter pour des gens qui sont dans le camp national. Vous avez les Dupont-Aignan, vous avez le Rassemblement national, vous avez les Reconquêtes, tous ces gens-là, les mettre au pouvoir. Déjà. Bon. Ça commence par ça. Parce que je ne pense pas que vous allez faire la révolution. Je ne pense pas. Donc ça passe par le vote encore. Alors vous allez me dire, oui, on ne peut pas espérer le vote. Oui, mais il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Et donc, une fois que ces gens-là auront le pouvoir, déjà c'est de rétablir dans le pays de l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire expulser tous les OQTF, tous les étrangers, et puis mettre un coup final à l'envahissement de l'islam. C'est-à-dire chasser tous les islamistes, renvoyer tous ceux qui nous font chier avec leur religion de merde, et revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire religion d'inspiration catholique. On est un pays catholique, donc on n'est pas obligé de se convertir au catholicisme, mais c'est notre tradition catholique, c'est l'héritage de notre catholicisme qui prédomine encore et qui établit nos mœurs, nos coutumes et notre façon de vivre. Parce que là-dessus, on peut s'entendre globalement, étant donné que le catholicisme, dans sa version sociale, elle est en gros pour un certain équilibre bienveillant vis-à-vis des hommes et de leur réalisation à travers leur métier, leur travail. La politique sociale de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, elle est très équilibrée et je pense qu'elle a été bien inspirée en tous les cas. Je pense que c'est Jean-Paul II qui avait fait ça. Donc vous voyez, on peut avoir des socles comme ça sur lesquels on s'entende.
Et puis progressivement, on remet de l'ordre, on rétablit un équilibre économique, on remet en fonction une économique, on arrête de payer les gens à ne rien faire et on favorise bien entendu ceux qui travaillent, on favorise l'apprentissage. Vous voyez, il y a des directions comme ça qu'on peut donner, mais c'est vrai qu'il faut faire une purge, c'est-à-dire qu'il faut purger tous ceux qui sont d'extrême gauche et de gauche, il faut les expurger, il faut les sortir du système, de façon à ce que ces gens ne pourrissent plus les esprits de nos enfants et de la société. C'est vrai qu'il faut faire cette purge. Il faut aussi tous les islamistes, tous ceux qui nous emmerdent avec leur islam, leur dire, vous voulez vivre suivant les règles de l'islam, vous allez dans les pays arabes, il y en a plein. Tu veux sauver Gaza, tu vas te battre pour Gaza, tu prends l'avion, tu vas à Gaza et tu te bats contre les Israéliens si tu veux sauver Gaza, si c'est ton trip. Mais ici en France, on n'en a rien à foutre pour l'instant de Gaza. Le Liban, tant qu'il était chrétien, ça allait. Aujourd'hui, il est pourri par justement ce cosmopolitisme, ce côté cosmopolite, pardon, et qui a conduit à cette guerre civile malheureuse. Donc, voilà, on a des alliances historiques avec le Liban, c'est normal qu'on aide le Liban par rapport, et qu'on aide les chrétiens du Liban, s'il en reste encore. Oui, mais on ne peut pas, si vous voulez, on est obligé de reprendre en quelque sorte nos alliances historiques. La Russie, pareil, retrouver une alliance avec la Russie, ça me paraît très très important. Et arrêter, sortir de l'OTAN, arrêter de nous laisser influencer par les anglo-saxons, eux-mêmes pilotés par une franc-maçonnerie, je dirais, totalement quasi satanique. Donc si on pouvait s'entendre sur des grands principes comme ça, il me semble qu'on... Voilà, il faut simplement assumer et arrêter de nous diviser sur des sujets qui ne sont pas importants pour l'avenir de notre pays, de notre société. On peut s'entendre sur des fondamentaux et on peut justement bâtir à partir de là un avenir pour un pays qui est fortement en déclin. Malheureusement, tout ça n'arrivera pas. Ce que je vous dis, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas. Je pense qu'on a des mentalités qui sont malheureusement dégénérées, dégradées, et qu'on va continuer à s'entre-déchirer. Et je pense que nos adversaires vont alimenter ces divisions intelligemment, en infiltrant déjà des gens qui vont collaborer avec, en sous-main avec ces gens-là. Ils vont infiltrer des idées qui vont entamer à nouveau la cohésion du camp national. Il y aura aujourd'hui vous avez tous ces réseaux sociaux, tous ces gens qui parlent sur le net, et bien parmi des influenceurs comme on dit, ils vont collaborer pour justement, certains collaborent pour justement créer des divisions dans le camp national, de façon à ce que ce camp ne puisse jamais accéder au pouvoir. Et comme on n'a pas d'élément fédérateur, le seul individu qui pourrait fédérer, c'est Philippe de Villiers aujourd'hui. C'est le seul qui est capable qui pourrait fédérer et qui aurait la stature d'un homme d'État, c'est-à-dire la connaissance du fonctionnement de l'État avec des relations qu'il a déjà eues au niveau international. C'est le seul qui pourrait avoir encore un crédit auprès des dirigeants des autres nations. Mais malheureusement, les gens n'en veulent pas, n'en voudront pas. Ils préféreront voter pour un petit gosse, quoi, je sais pas, un énergumène comme Macron, préfère. Parce que pour le tester, pour l'entendre et pour voir autour de moi, je vois bien que le français moyen est devenu bête. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avenir, parce que notre population, au fil du temps, elle est devenue idiote. Vraiment bête, c'est-à-dire il n'y a plus d'intelligence. Ça se voit dans les comportements. Alors comment vous le voyez, la bêtise, vous le voyez, c'est simple, vous voyez comment déjà les gens se comportent en conduisant. On voit qu'ils sont idiots. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas
n'y a pas y a pas de courtoisie. La courtoisie, vous savez, quand vous voyez une nation, quand vous voulez juger une nation, vous conduisez dans la nation. Plus le comportement est anarchique au niveau de la circulation routière, moins le peuple est évolué. Pardon. Et plus le peuple est évolué, plus vous avez un comportement routier, je dirais, civilisé. C'est une forme... Ouais, c'est un bon étalon pour vérifier à quel stade est une population. Quand vous arrivez dans le 93, autour de Paris, vous avez que des gens qui circulent et qui conduisent comme des sauvages, avec la casquette à l'envers, dans des grosses berlines, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous voyez qu'on est tout proche du tiers-monde, c'est-à-dire des barbares, des gens qui se conduisent totalement d'une manière sauvage, sans respecter les autres. Bon, ça, c'est la population qu'on a en France, qu'on a importée, qui nous a évidemment été imposée, qui aujourd'hui nous tire vers le bas. Vous allez dans toutes les zones infestées de gens de ce type-là, et vous verrez comment ils circulent, comment ils se conduisent en conduisant, c'est catastrophique. Alors les endroits un peu civilisés, les endroits encore qui se tiennent, il y a encore une courtoisie. Il y a encore une courtoisie, je dirais, dans la conduite, dans la manière de se comporter en conduisant. Et ça, c'est très révélateur, vous voyez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre pays, il est ruiné. Il est incapable de se relever et qu'il va falloir faire le deuil de notre pays. Et on assiste à son agonie, lente, mais vous voyez, ça va lente et en même temps ça se précipite. Le fait d'avoir tous les jours des faits divers très graves, où il y a des crimes, où il y a des viols, où il y a des abominations, ça veut dire que ça s'accélère. Il y a une accélération de la violence, les statistiques montent de partout. Regardez, moi je regarde les annonces, tout ça, vous avez de plus en plus de grosses maisons qui sont à vendre. Parce que de belles demeures, de belles maisons qui sont à vendre. Parce que vous avez, si vous voulez, les gens qui habitent ces maisons, qui ont des belles propriétés, se sentent en insécurité maintenant en France. Je parle des riches. C'est-à-dire, tu vois des baraques de fous qui sont à vendre en grosse quantité maintenant. Alors ça vaut des baraques qui valent 600 000, 700 000, 1 million d'euros, des trucs magnifiques avec piscine et tout, enfin des maisons qui servaient pour faire du Airbnb et maisons d'hôtes, tout ce que vous voulez. Et puis là, ça s'effondre, le tourisme, tout ça, les gens ne gagnent pas d'argent avec ça. Donc ils cherchent à vendre, il y en a trop à vendre là. Et puis, comme les racailles se sont un peu diffusées partout en province, on a mis des étrangers de bas niveau dans tout, et qui se conduisent évidemment comme de la merde, eh bien il y a des homejacking partout. C'est-à-dire que les riches se font attaquer chez eux, se font voler, ils ne sont plus en sécurité. Alors vous ne pouvez plus avoir une belle maison, une belle demeure en France et être tranquille. Et vous ne pouvez même plus investir dans une belle demeure et accueillir des autres, en faire votre activité commerciale, parce qu'il y a trop d'insécurité. Évidemment, ils sont partout maintenant, les nuisibles. Alors du coup, vous avez plein de maisons à vendre. Les Anglais, ils veulent, les étrangers, tout ça, ils mettent leurs maisons à vendre en ce moment, mais des belles baraques. Et ça sert à rien. Ça sert à rien d'investir, ça sert à rien, puisque de toute façon, on n'est plus en sécurité. Ça attire, en fait, les belles maisons, les belles demeures comme ça attire les prédateurs. Alors du coup, fini. Et il y a plus, personne ne va plus en vouloir. En tous les cas, les gens qui ont de l'argent et qui veulent vivre dans un bel endroit, d'une belle maison, ils vont pas venir en France. Ils iront dans un pays plus sécure, avec moins d'émigrés. Voilà ce qui va se passer. C'est logique, hein. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Voilà. Donc le pays est en ruine. Donc ça va se dégrader, on va avoir des grandes maisons comme ça qui vont tomber en ruine parce que de toute façon, plus personne n'aura le moyen de les entretenir, ça coûtera trop cher avec les fonciers qui vont exploser. Et puis l'électricité, et puis les frais de chauffage, tout ça, ça va devenir impossible
à entretenir une grande maison, si ce n'est à avoir une grande fortune. Mais je vous dis, les gens fortunés veulent plus vivre dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Donc du coup, ça va encore descendre. Progressivement, le pays va dégringoler. On va vers le tiers-monde. Puisqu'on a une population qu'on a importée du tiers-monde, eux, ils vont transformer notre pays en tiers-monde. Ils sont spécialistes pour ça. D'ailleurs, dans certaines banlieues, quand j'y allais voir des amis, ça ressemblait au tiers-monde. Les poubelles traînaient par terre, c'était dégueulasse. Il y avait des voilés partout. Enfin, c'était vraiment... C'était une horreur, quoi. Puis tu voyais, tout le monde se met en double fil, c'est l'anarchie totale. Enfin, c'est pire qu'au bled, hein, c'est pire qu'en Afrique. Hein. Vous avez des banlieues où c'est encore pire qu'en Afrique. Donc, voilà, ils veulent ça, les Français, ils ont voté pour ça, ils ont voulu ça, ils vont l'avoir. Puis ils sont bêtes parce qu'ils n'osent pas ils n'osent pas se le dire eux-mêmes, tout ça. Tout ce que je vous dis, ils n'osent pas se l'avouer. Ils ferment encore les yeux, beaucoup ferment encore les yeux. Donc un pays ruiné, un pays foutu, un pays en déclin, où le déclin va s'accélérer. Donc ce qu'on attend, nous, c'est que ça soit le vrai chaos. Ça va arriver, un vrai chaos. Une forme de guerre civile, une forme de situation cataclysmique. Ça va finir comme au Liban, il y a eu quoi. Vous voyez le Liban dans quel état il est, nous on suit le même chemin. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui marche. Ça tient debout par l'opération du Saint-Esprit, mais il n'y a plus rien. Donc vraiment, c'est dur d'assister à un tel déclin de son pays, surtout quand on l'aime. Mais on n'a pas le choix. C'est un destin. Et nous, notre vie, elle s'inscrit dans ce destin-là. Notre incarnation sur Terre, elle s'inscrit dans un destin très particulier. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. On a peut-être... je ne sais pas si le fait d'être incarné à cette période-là, à ce moment précis-là, si ça a un sens. Il paraît que ça a un sens. Il y en a qui pensent que ça a un sens, peut-être. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais je me dis peut-être. En tous les cas, c'est quelque chose de particulier qui est en train de s'opérer en Europe, notamment dans notre pays. Une forme d'alchimie à l'envers, une forme de principe à l'envers, où la spirale est systématiquement négative et nous entraîne vers toujours plus bas, de plus en plus bas. C'est ce à quoi on assiste avec désolation, avec tristesse. Et tout cela, ça ne peut pas nous conduire à être positif. Ça ne peut pas nous conduire à être joyeux. Ça ne peut pas nous conduire à être fou de joie, si vous voulez. Et parce que quand on est dans un cycle où tout se dégrade, ça fait mal, ça fait souffrir. C'est normal qu'on souffre. Il faut l'assumer de ne pas être heureux. Parce que c'est normal de ne pas être heureux dans un pays où tout était beau et tout était en train de devenir laid. Voilà. C'est jamais heureux d'assister à l'agonie de quelqu'un. Là, on assiste à l'agonie de notre pays et c'est normal qu'on soit triste. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite une